Bonjour Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes généticien, spécialiste de l'évolution et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Le 10 septembre dernier, vous avez co-signé une tribune dans Le Parisien avec des scientifiques, des universitaires et des personnels de santé. Vous y critiquez la gestion de la crise de la Covid, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue de communication. Vous ne voulez plus être gouverné par la peur, écrivez-vous. Tout d'abord, qu'est-ce qui suscite cette peur selon vous? Est-ce que c'est le caractère exceptionnel et très important des mesures qui ont été prises? Et dans ce cas, est-ce qu'il ne va pas de soi de prendre des mesures précisément exceptionnellement importantes dans la mesure où le phénomène auquel on a été confronté était lui-même aussi exceptionnellement important? Alors, ce qui suscite la peur, c'est pas les mesures qu'on prend, c'est la communication qu'on met autour et qui justement servent à justifier un certain nombre de mesures qui sont discutables. Et donc, voilà, on fait peur aux gens, on raconte des tas de trucs. On dit oui, oh, oui, et puis il y a des chiffres du genre 9 personnes qui meurent du Covid sur 10 ont plus de 65 ans, mais on ne dit pas que c'est vrai aussi pour toutes les autres causes de mortalité. Donc ça, par exemple, c'est pas exceptionnel. Donc il y a plein de choses qui sont dites, qui sont destinées à faire peur aux gens et qui, à mon avis, n'ont pas de justification réelle. Il est certain qu'il faut prendre des mesures, il est certain qu'il faut faire appel à la responsabilité des gens. Nous trouvons que c'est pas ce qu'on fait, on essaye de leur faire peur pour les rendre obéissants et en plus, on convoque la science pour faire passer des mesures qui seront pas toutes complètement justifiées scientifiquement. Alors là, vous dites on essaye, il, etc. Mais vous parlez de qui exactement? Est-ce que vous parlez du gouvernement? Vous parlez des médias? Vous parlez des scientifiques? Et ben, le problème, c'est qu'il y a un peu de tout. C'est clair que nos dirigeants jouent sur ce tableau-là, que les médias relaient avec beaucoup de complaisance et que beaucoup de scientifiques acceptent plus ou moins de jouer le jeu, mais pas tous. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation de la communauté scientifique. Il y a un comité scientifique qui ne représente que lui-même, qui ne représente pas la communauté scientifique. Il n'a pas été constitué de cette façon-là. Il n'y a pas de débat dans la communauté scientifique qui servent à éclairer les décisions à prendre. Et le résultat, je pense, c'est qu'on est très très loin d'une gestion optimale. Mais excusez-moi, mais pourquoi dans ces cas-là, le gouvernement finit par prendre ces mesures? Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que les mesures qui ont été prises aillent dans le sens de la politique, par exemple, du gouvernement. Alors, les mesures qui ont été, je pense qu'il y a un état d'esprit global qui est de penser que les gens sont idiots et que du coup, il faut leur imposer des trucs éventuellement exagérés de manière à obtenir le minimum. Et c'est un peu ça le problème. Je pense que si on fait appel à l'intelligence et à la responsabilité des gens, on obtient des meilleurs résultats que si on leur donne des ordres dont certains sont évidemment pas justifiés. Pour vous donner un exemple, il y a extrêmement peu de cas de contagion en plein air. Euh, et donc, le fait d'obliger les gens à porter un masque dans des rues désertes, évidemment que ça sert à rien. Alors, la seule justification possible, c'est de dire oui, mais si on fait pas ça, ils vont pas le mettre ailleurs. Mais je pense que le résultat est l'inverse. C'est-à-dire que si on oblige les gens à faire des choses qui n'ont pas de sens, au bout d'un moment, ils obéissent plus et ils obéissent pas, même quand c'est utile. Donc, je pense que voilà, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on essaye de considérer que nos concitoyens sont des gens responsables et intelligents, ou est-ce qu'on considère que nos concitoyens sont incapables de la moindre attitude sérieuse? Et je pense que ça change tout. Et je pense que ça fait partie des défauts de la façon dont le gouvernement pense qu'il doit gérer la population française. Oui. Oui, mais le problème aussi, c'est que le gouvernement, c'est pas des médecins, c'est pas des épidémiologistes, c'est même pas des biologistes, hein, le plus souvent. Il y a des médecins qui leur proposent, en l'espèce, un conseil scientifique, mais aussi une communauté scientifique qui est pas toujours d'accord, mais qui voilà propose différentes choses. Lui, le gouvernement est obligé de choisir une de ces options. En l'occurrence, il a choisi l'option de on va tous porter le masque dans la rue. Est-ce que le problème, il vient du gouvernement en fait qui prend cette décision à la fin du fin, ou est-ce que il vient de la communauté scientifique qui n'a pas réussi en fait à bien organiser son débat contradictoire pour que précisément le gouvernement comprenne qu'il y avait un débat contradictoire?
Bah, les 2, mais quand même, il faut bien dire que les dirigeants, parce que quand on dit le gouvernement, c'est le gouvernement au sens large, ça inclut les préfets, et cetera, hein, heu, les dirigeants n'ont pas demandé à la communauté scientifique de lui donner des réponses. Les dirigeants n'ont pas demandé ça. Ils ont convoqué un conseil, un comité qu'ils ont choisi, de la façon dont ils l'ont choisi, et il n'y a pas eu d'organisation. Alors on peut reprocher à la communauté scientifique de ne pas s'être auto-organisée pour donner une réponse, collective, mais on peut aussi reprocher aux gens qui ont besoin d'avoir des réponses de ne pas avoir demandé à la communauté scientifique de s'organiser. Or, ça n'a pas été demandé. Aucun des grands organismes de recherche n'a été convoqué. Aucune des structures qui sont capables de donner des réponses. Et évidemment, ces structures donneraient des réponses contradictoires. Ça demanderait des débats contradictoires. Et je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes qui pourraient se passer si on faisait ça. Tout ça n'a pas été fait. Qui plus est, évidemment, à un moment ou à un autre, il faudrait discuter non seulement avec la communauté scientifique, mais avec les praticiens, les médecins, les généralistes, et puis avec les citoyens, pour voir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tout ça demanderait vraiment une organisation de quelque chose qui, d'une manière participative, de faire fonctionner la société. Or, or ça, c'est ça en fait qui manque actuellement dans notre société, c'est qu'on a une société qui fonctionne vraiment de façon totalement descendante, c'est-à-dire on prend des décisions et après aux gens de les appliquer. L'idée d'aller convoquer des systèmes, on en connaît, hein, il y a, pour les scientifiques, on connaît des organisations qui savent faire ça. Il y a pour le climat le GIEC, pour la biodiversité l'IPBES, il y a eu tout ce qui s'appelait des Grenelles, il y a des tas de structures qui permettent d'organiser ce genre de choses. Ces structures n'ont pas été mises en place et le résultat, c'est qu'on a une gestion qui est tout à fait mauvaise, qui d'ailleurs ne suffit pas puisqu'on a une certaine remontée à l'heure actuelle, donc les mesures qui sont prises actuellement ne sont pas totalement efficaces et ce qu'on peut craindre, c'est que plutôt que de se dire: «Ah bah, nos mesures ne sont pas efficaces, on va essayer de réfléchir à la façon de les améliorer», on se contente d'être encore plus coercitif dans l'avenir. Alors, le problème de gestion de la crise, il vient aussi de la cacophonie, en fait, qu'il y a eu au moment, enfin, pendant toute la crise et qui continue à perdurer. Parce que vous disiez, oui, on n'a pas sollicité des grandes institutions scientifiques, etc. On a quand même vu débarquer sur nos chaînes de télé des grands scientifiques qui venaient de toutes ces institutions dire des choses contradictoires, dans des combats de coq à travers des médias interposés, à s'engueuler, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation? En fait, les médias, finalement, ont organisé ce débat contradictoire scientifique avec voilà, leurs outils qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et ça, c'était ma première question. Et la deuxième question qui est sous-jacente, enfin, qui est corrélée, c'est, vous parliez du GIEC, etc. En fait, ce que recherche le GIEC, c'est le consensus scientifique, en l'espèce sur la question du climat. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de consensus scientifique, or, sur la gestion du Covid, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop, en fait. Il y a des gens, si on prend le professeur Raoult d'un côté et les professeurs à Paris, certains professeurs à Paris de l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, est-ce que ça existe le consensus scientifique en cette peut, on, matière? on peut arriver, on sait le faire. La communauté scientifique sait arriver à des consensus, pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Mais encore faut-il qu'on mette en place ce qu'il faut pour que ce consensus se produise. Il y a quelques experts qui se sont mis en avant, comme vous avez cité Raoult, qui se sont mis en avant, ce qui n'est pas la première fois qu'il le fait d'ailleurs, dans cette affaire. Il a des compétences, mais il n'a pas plus de compétences qu'énormément d'autres gens en France. Et comme il faisait semblant d'être un hors-système, d'être un rebelle, etc., alors qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui ait plus d'argent que lui pour faire tourner son laboratoire. Donc, dans le genre hors-système, il est vraiment pas représentatif. Hein. Et bien, du coup, il a réussi à ce que les médias lui donnent la parole de façon tout à fait exagérée et à ce que, du coup, on ait l'impression qu'il y avait un débat, mais il n'y avait pas de débat. Il disait des choses, les autres disaient autre chose. On n'avait jamais de débat avec lui. Donc, pour avoir un débat, il faut que les gens soient ensemble et puis qu'on discute et qu'on oppose des arguments et qu'on les oppose euh, à, à, dans un contexte dans lequel il n'est pas possible de se contenter de dire je ne suis pas d'accord avec la méthode expérimentale, je ne suis pas d'accord avec la méthode scientifique, moi j'ai ma méthode à moi, elle marche toute seule, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible dans un débat scientifique et les scientifiques ne se laissent pas avoir à ce genre de discours. Donc, il faudrait effectivement, alors les médias de ce point de vue-là, effectivement, vous dites qu'ils ont organisé à leur manière, j'appelle pas ça organiser. Quand on prend les gens simplement parce qu'ils font du buzz, même si jamais ils disent n'importe quoi, c'est pas une organisation, hein, c'est au contraire une espèce de désorganisation. Donc,
Ceci n'a pas été organisé et le résultat, on le voit. Voilà. Il y a une question importante aussi qui me vient à l'esprit, c'est en fait on a beaucoup entendu notamment le président de la République et les deux premiers ministres dire oui les scientifiques m'ont dit que ou dans leurs allocutions et ensuite la proposition qui venait après devait être considérée par nous les auditeurs comme une vérité. Et du coup c'est ça ma question, est-ce que ça existe une vérité scientifique, la vérité scientifique? Voilà, vous touchez là un problème de philosophie assez complexe dans lequel on n'aura pas le temps de passer beaucoup de temps, mais en gros, dans les domaines scientifiques, on arrive à des consensus qu'on considère comme étant ce qu'on peut faire de mieux en termes de vérité. Bon, voilà. Ceci dit, la vérité scientifique, elle concerne des faits. Elle ne peut pas concerner des concepts de l'ordre du bien et du mal. Que faut-il faire? Eh bien, là, quand il s'agit de savoir ce qu'il faut faire, ça dépasse largement les compétences des scientifiques parce qu'il y a des tas de domaines qui ne sont pas visibles dans… Moi, je suis biologiste et je peux regarder comment se transmet un virus, comment une épidémie se répand, qu'est-ce qui peut faire qu'elle s'arrête ou pas. Ce que je ne suis pas capable de regarder, c'est quel va être l'effet sur la santé mentale des gens du fait de les confiner, du fait les obliger à porter un masque, du fait de leur dire tous les jours que attention, si vous faites des bêtises, tous vos vieux parents vont mourir, etc., etc. Ça, c'est des effets qui sont de l'ordre psychosocial. Il y a des scientifiques qui s'y connaissent là-dedans, mais pas les biologistes. Donc, évidemment, il faut… Et puis, il y a des problèmes donc psychologiques, philosophiques, biologiques, etc. Tout ça se mélange et la compétence sur toutes ces questions pour arriver à trouver une solution optimale, elle dépasse largement les compétences d'un scientifique. Donc, aucun scientifique à lui tout seul ne peut répondre. Bon, ça, le gouvernement en était conscient puisqu'il a mis en place un comité dans lequel il y avait quand même diverses compétences. Le problème, c'est que même ce comité, il ne représente pas l'ensemble des compétences de la communauté scientifique. Il y avait vraiment moyen de faire mieux. Et quand on convoque la science pour justement prétendre que les solutions qui sont proposées sont les seules possibles, et ben là, on abuse franchement dans la situation actuelle. J'ai une dernière question, Pierre-Henri Gouillon. Vous parlez d'instrumentalisation de la science dans votre tribune, instrumentalisation de la science par le pouvoir à des fins pour susciter la peur, et vous le dénoncez. Est-ce qu'il ne faut pas aussi regretter dans le même temps le manque d'éducation scientifique de la population? Est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer scientifiquement les Français? Je pense que toute éducation est bonne, éducation scientifique, mais aussi philosophique, et puis éducation à l'esprit critique. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, l'éducation scientifique bat de l'aile en France. On diminue les capacités des citoyens français à connaître scientifiquement les sujets dont on parle. On sait bien que l'enseignement de la biologie, par exemple, a été très, très largement diminué dans les études au lycée. C'est tout à fait regrettable. On ne comprend pas que on sait bien que le 21e siècle sera un siècle dans lequel les questions de biologie vont être des questions très importantes. Il y a tous les problèmes d'environnement, mais il y a aussi ces problèmes d'épidémie, etc. Il serait essentiel que les Français aient un minimum d'éducation. Et il est clair que c'est pas ce qu'on fait à l'heure actuelle en termes de programme scolaire. Euh, Ceci dit, je pense que même si jamais les gens n'ont pas le niveau scientifique, on peut quand même essayer de faire de communiquer sur la science, d'en parler, de l'expliquer. Simplement, il faut se donner un peu de mal aussi pour ça. Et ce qu'il ne faut pas, c'est dire la science a dit ça, point barre. Je pense que ça, c'est le truc qui en fait démobilise les gens, qui fait on est en train de créer une espèce de haine de la science chez certains de nos concitoyens. Et je trouve ça vraiment regrettable. Moi, j'adore la science, j'en ai fait toute ma vie et je trouve ça passionnant. Mais effectivement, si jamais elle devient un instrument de coercition, elle va devenir de moins en moins respectée. Et je pense que quand la science est de moins en moins respectée, ben, ce qui arrive, c'est que c'est n'importe quelle croyance qui prend le dessus et c'est rarement bon. Merci beaucoup, Pierre-Henri Gouillon. Merci à vous.